Bonjour encore les élèves, on continue avec la microbiologie. Aujourd'hui, on regarde les bactéries et les archées. Salut! Voici nos résultats d'apprentissage. La première chose, c'est connaître les règnes et les domaines. Ensuite, on va connaître c'est quoi les bactéries, c'est quoi les archées et les différences entre eux. Finalement, on va se familiariser avec quelques caractéristiques importantes de ces deux règnes. Avant de commencer, on va regarder un peu les systèmes de classification. Donc, au début, on avait seulement deux classes d'organismes, soit les animaux et les végétaux. Les végétaux contenaient aussi les protistes et les champignons. Après quelques années, on a eu trois, les animaux, les végétaux et les protistes, étant donné qu'on a réalisé qu'ils sont un peu différents. Après ça, on a eu quatre catégories, animaux, végétaux, protistes et bactéries. Animaux, végétaux, champignons, protistes et bactéries. Et finalement, on a eu, après les 1990, les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes, les bactéries et les archéobactéries. Les champignons sont aussi nommés mycètes. Le sang se concentre sur les deux derniers domaines. Et je vous présente ici un organisme représentatif de chaque règne et chaque domaine. Donc, on a les bactéries, les archées, les protistes, les végétaux, les champignons ou mycètes et finalement les animaux. Alors, en gros, il y a trois règnes, celui des archées, des bactéries et des eucaryotes. Il y a 6 domaines, celui des archées et des bactéries, celui des protistes, mycètes, animaux et végétaux. Ces 4 derniers domaines tombent sous le règne de eucaryotes. Donc, les archées et les bactéries sont des prokaryotes. Ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de noyau. Ils étaient autrement nommés les archéobactéries et les bactéries sont aussi connues comme les eubactéries. Est-ce que vous voyez les virus ici quelque part? Non. On va comparer ici un peu les bactéries et les archées, voir leurs différences et leurs similarités. Donc, premièrement, les deux sont unicellulaires. Ça veut dire qu'ils ne contiennent qu'une seule cellule. Ensuite, ils sont prokaryotes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de noyau. Et finalement, ils sont asexués. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'un partenaire pour se diviser. Par contre, les bactéries peuvent faire la photosynthèse et non pas les archées. Les bactéries sont trouvées partout. Les archées font la méthanogénèse, mais pas les bactéries. Les archées sont aussi trouvées dans les environnements extrêmes, contrairement aux bactéries. Donc, si on parle de quelques formes de bactéries, elles peuvent être sphériques, elles peuvent être en forme de bâtonnet et elles peuvent être en forme hélicoïdale. Donc, voici des micrographies qui vous montrent les différentes formes. Comme vous pouvez voir, on a les formes sphériques ou qui s'appellent aussi des coques. On a les formes en bâtonnet qui s'appellent aussi des bacilles. Et on a la forme hélicoïdale ou spirale. Il y a différentes façons de regrouper les bactéries. Donc, si ils forment une paire ensemble, on appelle ça, on utilise le préfixe diplo. Si ils forment une grappe, on utilise le préfixe staphylo. Et si elles forment une ligne, on utilise le préfixe strepto. Donc, diplo, staphylo, strepto. Voici quelques vrais exemples. Cette bactérie que vous voyez devant vous est le Staphylococcus aureus. Cette bactérie est responsable de certaines infections de la peau et des poumons. Alors, comme vous pouvez voir dans le nom, c'est staph à cause du fait que c'est en grappe et coccus parce que c'est en forme sphérique. La prochaine bactérie est le Streptococcus pyogenes. Cette bactérie est responsable des infections de la gorge. Oui, c'est la bactérie qui est dans notre gorge quand on a le strep throat. Donc, strep parce que c'est en forme de ligne. Les bactéries et les archées obtiennent leur énergie par divers moyens. Premièrement, la photosynthèse, comme certaines cyanobactéries qu'on trouve dans l'eau. Par contre, on n'a pas encore vu des archées qui font la photosynthèse. Les deux organismes, par contre, peuvent aussi obtenir leur énergie en consommant d'autres plus petits organismes. OK, donc, un autre processus métabolique, c'est la méthanogénèse. Juste comme le mot le dit, méthanogénèse vient du mot méthane
et genèse, et ça veut dire la synthèse ou la fabrication du méthane. Voici la structure du méthane, c'est CH4. Et comme vous avez appris dans les cours de sciences précédents, ce gaz est un gaz à effet de serre très important. Alors, la méthagenèse est seulement faite par les archéobactéries. On n'a pas de preuve que les bactéries peuvent faire la méthanogenèse. Et c'est un processus anaérobique. Ça veut dire qu'il doit être fait dans l'absence de l'oxygène. Et les archées qui vivent dans le système digestif de certains animaux comme les bovins, regardez quelques secondes à cette photo. Elle est belle, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez c'est quoi? Cette photo est très jolie et coloriée, mais ces couleurs ne sont pas si innocentes. Ça, c'est une source d'eau chaude, ou comme on appelle ça en anglais, un hot spring. Les couleurs sont causées par des microbes et des bactéries, comme cette espèce-là. Ça, c'est un extrémophile. Ça a l'air comme un gros ours, mais c'est plus petit que 1 millimètre. Donc, voilà un extrémophile. Les archéobactéries et certaines bactéries sont des extrémophiles. Ils habitent dans des conditions très extrêmes. Voici 3 exemples. Donc, ils peuvent être des thermophiles. Ça veut dire qu'ils peuvent habiter dans des environnements super chauds. Quand je veux dire chaud, je veux dire plus haut que 100 degrés. Il y a aussi les acidophiles qui sont capables de vivre dans des environnements très acides et les halophiles qui sont capables de vivre dans des environnements très salés. N'oubliez pas que parfois, on ajoute du sel sur la nourriture afin de tuer les bactéries, mais il y en a aussi certaines bactéries qui sont capables de faire la photosynthèse, comme j'ai indiqué auparavant. Les cyanobactéries sont des bactéries qui vivent dans l'eau et qui sont capables de faire la photosynthèse. Certains vivent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée. Jusqu'à date, on n'a pas encore trouvé des archées qui sont capables de faire la photosynthèse comme forme de métabolisme. Alors, comme on a dit au début, les archées et les bactéries sont capables de faire la reproduction asexuée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de partenaires pour se diviser. Ils font ça par une méthode qui s'appelle la fission binaire. Donc, on commence avec une cellule et cette cellule-là subit un processus très similaire à celui de la mitose afin de se diviser en deux. La fission binaire est aussi connue comme la scissiparité. Lorsque la bactérie atteint sa maturité, c'est là où elle va faire la fission binaire. Regardons ensemble une petite vidéo afin de voir ceci. Certaines bactéries peuvent aussi faire la reproduction sexuée. On appelle ça la conjugaison bactérienne. Ce qui arrive, c'est que tu as 2 bactéries. Ils forment entre eux un pont à travers leur flagelle qui s'appelle des pili. Et ils échangent le matériel génétique dans ce pont. Ça s'appelle la conjugaison. Elle est très bénéfique pour certaines espèces parce que l'échange du matériel génétique donne un avantage à toutes les 2 espèces. Certaines bactéries contiennent aussi à l'intérieur d'eux certains petits cercles chromosomiques qu'on appelle ça des plasmides. Les plasmides sont des petites unités d'ADN circulaires qui sont séparées du chromosome principal de la bactérie. N'oubliez pas que les bactéries n'ont pas de noyau et que le chromosome reste dans la bactérie elle-même. D'où est-ce que ces plasmides viennent? De différentes sources. Ça peut être par la conjugaison, ça peut aussi être à travers un virus. Donc, un virus ici s'attache à une bactérie, il injecte un morceau d'ADN qui devient un plasmide. Est-ce que ces plasmides sont bons? Parfois, oui. Ils peuvent donner des propriétés de résistance à certaines bactéries. Je suis maline. Oui, certaines bactéries sont malines. Elles fabriquent ce qu'on appelle des endospores, qui sont des couches protectrices autour du matériel génétique. Cette grosse couche leur permet de résister aux conditions hostiles et de survivre pour de très longues périodes de temps. Maintenant, je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. On associe les bactéries avec les mauvaises choses. Mais est-ce que toutes les bactéries sont mauvaises? Y a-t-il des bactéries qui sont bonnes pour nous? C'est ça ce que vous allez avoir la chance d'explorer dans l'activité d'apprentissage. À bientôt! Souris, je t'aime.